Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Les Bleus du 15 de France sont sortis triplement victorieux de cette tournée de novembre. Tout d'abord, merci de m'avoir suivi à travers mes débriefs. Dans cette vidéo bilan, on va prendre un ton plus décontracté, donc posez-vous, ouvrez-vous une bière, prenez-vous un café, ouvrez-vous une limonade, je sais pas, et on est parti. D'abord, globalement, on constate que le 15 de France se cherche encore d'un point de vue offensif. Sur nos deux premiers matchs, on se contente d'un jeu minimaliste, à une passe, le fameux jeu en black dont j'ai beaucoup parlé. Ce qui suffit quand on a un Dupont qui concentre l'attention de la défense et qui sait très bien jouer ces coups-là. Et puis ça aide aussi quand on voit les mastodontes qu'il a à portée de main, mais c'est un jeu qui reste quand même très limité, nos centres ne touchent quasiment pas le ballon, ne font quasiment pas de passes, et les seuls moyens d'atteindre les ailes, c'est souvent avec des coups de pied de Ramos. L'essentiel de nos essais proviennent de ballons de récupération pour initier des contre-attaques, provoqués par notre défense, qui a retrouvé de l'agressivité, et s'il y a un point à retenir pour moi de cette tournée, c'est bien la défense. Sans pour autant être une défense en rush, à l'instar des Sud-Africains et des Anglais, elle a pour force principale sa résilience. C'est une défense corrosive, avec des gratteurs chiants à sortir, Movaka, Olivon, Colombe, Villiers, des plaqueurs qui ralentissent les ballons avec des plaquages à deux, comme j'en ai parlé dans mon débrief sur l'Argentine, sans parler des colosses comme Meafou qui guettent la moindre côte en liberté pour venir l'exploser. Et puis ensuite, même si on est franchi, c'est quand même pas le bout du tunnel parce qu'il faut se fader la course avec Bielbiarré et Dupont qui peuvent te rattraper en un clin d'œil. Ce que je veux entendre par là, ce que je retiens de cette tournée, c'est qu'on est quand même une équipe qui est très dure à battre. Combien de fois les All Blacks sont venus dans notre camp avec des intentions claires et des occasions assez concrètes? Combien d'énergie ont-ils dépensé à force d'attaquer à la main, de peur de nous rendre le ballon au pied et de s'exposer à nos relances? Combien de ballons les Argentins ont-ils perdu dans notre camp avec des occasions d'essai qui étaient pourtant assez claires? Et ça, c'est une des forces qu'a retrouvé le 15 de France qu'on avait un petit peu perdu au cours de la saison précédente. J'ai été assez critique de Galtier dernièrement, mais s'il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est l'aspect mental, l'aspect psychologique qu'il a apporté à cette équipe depuis son arrivée en 2020. Depuis 2020, donc, à part contre les Irlandais en 2024, toutes les défaites qu'on a subies se sont concédées dans des matchs serrés où les Bleus sont restés à portée et avaient moyen de l'emporter jusqu'au coup de sifflet final. Et si on veut rester dans la fibre littéraire si chère à notre sélectionneur, je dirais que l'équipe de France, en fait, c'est la souplesse du roseau et la force du chêne. Ça peut plier sans casser, et par contre, dès que ça a le ballon, dès que ça accélère, là, c'est des grosses bûches en plein dans la tronche, et c'est compliqué d'arrêter. Ça faisait un an, voire même plus, que j'avais pas été autant enthousiasmé par cette équipe, et je trouve que ça fait du bien de repartir sur un nouveau cycle, de nouvelles aspirations, de nouveaux points à travailler, et aussi de nouveaux joueurs, parce qu'on voit qu'il y a une concurrence qui commence à toquer à la porte, il y a des cadres qui sont un peu mis de côté, Danty, Lucu, Jalibert, mais on y reviendra après. Il y a aussi les mises au repos ou les mises sur le banc de joueurs qui avaient pourtant fait les grandes heures de ce mandat, comme Olivon, Adrit ou même Ficou. Et je pense que le sélectionneur a saisi le fait que s'il veut amener son groupe jusqu'en 2027 dans un état de fraîcheur assez satisfaisant pour disputer une Coupe du Monde, il va falloir qu'il commence à ménager en amont. Maintenir une émulation entre les joueurs en donnant leur chance à des joueurs qui toquent à la porte, forcément, mais aussi, surtout, savoir gérer les formes physiques de ces joueurs cadres, dont les saisons à rallonge épuisent les corps. Sûrement s'est-il inspiré du management à la toulousaine, qui permet aux grands joueurs d'être présents dans les grands moments, et on a vu que ça a été plutôt efficace la saison dernière avec le doublé de Toulouse. Donc voilà pour le constat général, mais maintenant, qu'en est-il des joueurs? Qui sont les gagnants et qui sont les perdants de cette tournée? Mais avant ça, je vous rappelle, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, un petit commentaire, et puis pour ceux qui ont les moyens de me payer une bière, il y a le bouton merci là, juste sous la vidéo. Côté gagnant, j'aimerais souligner le cas de Jean-Baptiste Gros, qui en l'absence de Cyril Bay, a plus qu'assuré l'intérim. Malgré le fait qu'il soit derrière Priso en club, il a fait preuve d'une grosse activité dans le jeu courant, et sa connexion avec Dupont a été particulièrement remarquée, gravitant souvent dans l'intérieur du demi de mêlée pour prendre les intervalles ouverts par ce dernier. Un autre joueur qui a gagné du terrain aussi, c'est Paul Boudéan. Il a montré qu'il avait plus que les qualités physiques pour rivaliser avec tout le monde au plus haut niveau. C'est un triathlète doublé d'un bodybuilder, donc c'est vraiment impressionnant. Après, la concurrence en troisième ligne, elle est rude, elle va être encore plus rude quand Jelon va peut-être retrouver son plus haut niveau lors du tournoi. Mais Paul Boudéan, vraiment sacré joueur, et il représente l'avenir de ce 15 de France. Troisième joueur qui ressort gagnant de cette tournée, c'est forcément Thomas Ramos, alors qu'il a été placé sur un poste où il est pas forcément le plus à l'aise, même si c'est très bien joué 10, c'est pas le souci, mais son poste c'est quand même plutôt le 15, et même quand il est 10, je trouve qu'il a un jeu plutôt de 15, mais ce qu'on peut retenir c'est surtout son jeu au pied en fait, son efficacité face aux perches, et surtout sa capacité à trouver les couloirs, à trouver ses ailiers, avec ses passes au pied, ses diagonales, qui ont pas mal embarrassé nos adversaires. Pour l'instant, depuis qu'il a le numéro 10 en bleu, il l'a pas perdu, et ça peut poser des questions pour savoir en fait dans la hiérarchie des 10, est-ce qu'il passerait devant Ntamak ou pas. J'avoue que je pense que quand Ntamak va revenir à son plus haut niveau, c'est lui qui prendra le numéro 10 et que Ramos va reglisser vers l'arrière, mais ça va se discuter aussi avec les performances d'un Barré ou d'un Buros qui peuvent introduire de la concurrence sur le numéro 15 et donc se répercuter sur le numéro 10. Même si évidemment je pense que le staff est très attaché à Romain Ntamak, que ça fait longtemps qu'ils veulent lui remettre la main dessus parce qu'il s'est blessé 2 fois assez longuement, mais pourquoi pas, si ça se trouve, ce sera ni Ntamak ni Jalibert, mais Ramos, le 10 qui nous emmènera en Australie. Enfin, le dernier grand gagnant pour moi, c'est Louis Bielbiarré. Il était arrivé l'an dernier comme un jeune rookie qui était un
un espoir du rugby français qui avait pour son seul atout la vitesse. Et là, surtout, c'est pas sa vitesse, c'est sa capacité à enchaîner les hautes vitesses pour mettre la pression constante sur l'adversaire durant tout le match. C'est aussi sa capacité à ne pas se faire déborder en défense. Il a une technique de plaquage qui est très scolaire, très propre, très académique, qui permet de faire vite tomber. Et puis même sur les rares fois où il se fait prendre à défaut, sa vitesse lui permet de tout rattraper. Et je pense qu'il a pris une dimension telle sur cette tournée que c'est difficile maintenant de l'en déboulonner. Et la question va se poser de savoir comment Penaud va revenir avec Villiers. Mais pour moi, Biel Biarré est l'ailier numéro 1 du 15 de France actuellement. Maintenant, pour les joueurs qui sont en balance, je vais commencer par Yoram Moefana, qu'on attendait beaucoup dans l'absence de Jonathan Danty, qui n'a pas été rappelé par le staff. Je pense que vous connaissez mon avis là-dessus. Je suis toujours frustré des matchs de Moefana que je trouve pas exploité à son plein potentiel. Il fait un bon match contre le Japon, mais bon, l'opposition en face, ça valait ce que ça valait. Ensuite, totalement transparent contre la Nouvelle-Zélande, sans pour autant faire de bourde. Il loupe des plaquages, mais c'est pas des plaquages décisifs à chaque fois, donc en fait, il a pas eu d'impact positif ni vraiment négatif sur la rencontre. Et par contre, après, je trouve qu'il a fait un match très solide, vraiment en patron contre l'Argentine, où il a rien laissé passer, et ça montre un peu le caractère du bonhomme. Donc charge à lui de pouvoir répondre en février, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de concurrence à ce poste de centre. Il y a Coste qui est dans la boucle, il y a Frisch qui peut encore revenir, il y a Gaëton qui toque bien à la porte aussi, mais qui est plutôt un 13. Il y a deux portières qui va forcément revenir à un moment. Donc le poste de centre, même si le poste de 12 est encore un petit peu délicat, en tout cas, il y a du monde quand même. J'enchaînerai un petit peu dans la même veine avec Villiers, auteur d'un match un peu compliqué face aux All Blacks, avec une première mi-temps totalement ratée, avec un essai qui est presque pour lui en fait. Il s'est plutôt bien rattrapé en seconde période, mais surtout c'est face à l'Argentine que j'ai trouvé impressionnant. J'ai trouvé même assez en canne, vraiment bien rapide. Par deux fois, ses interventions défensives sont décisives. Il a aussi pas mal été présent dans les zones de combat sans trop en faire. Donc voilà, je suis très content de ce retour de Gabin Villiers, parce que vous saviez, c'était un de mes joueurs préférés en 2022 lorsqu'il a explosé. Troisième joueur qui est en balance pour moi, c'est Alexandre Roumat. Alors, je trouve qu'il a fait une bonne tournée globalement, mais il s'est pas vraiment démarqué, c'est-à-dire qu'il a pas fait oublier un Olivon, qui quand lui est revenu sur le terrain, a montré que c'était le patron. Il a pas la densité physique, la capacité à dominer physiquement ses adversaires qu'aurait par exemple un Paul Boudéan, parce que oui, c'est pas son rôle, c'est pas son profil. Il a un profil qui est plus longiligne, plus aérien, plus à jouer dans l'évitement. C'est un manière de balle en fait, je vous apprends rien. Sa grande force normalement c'est la touche, sauf que notre touche elle est un peu défaillante, il a pas beaucoup pu se démarquer là-dedans, et je trouve en fait qu'en flanqueur, il arrive pas à tenir la comparaison avec les autres flanqueurs qu'on a en équipe de France, parce que lui sa grande force c'est le 8, c'est d'être capable de relancer, d'apporter de la vitesse, d'apporter de la technique, c'est de pouvoir aussi faire des départs de 8 où il va pouvoir enclencher des combinaisons avec ses arrières, et en fait en flanqueur, bah oui il plaque très bien, mais il recule, il a pas l'impact physique que pourrait avoir Olivon, Boudéan ou encore un Gazzotti. Donc pour moi c'est pas un perdant, mais je trouve qu'il a pas non plus gagné beaucoup de terrain sur cette tournée. Le dernier qui est en balance, c'est Barré. Alors pareil, il a pas fait une mauvaise tournée, il fait un plutôt bon match contre le Japon, un bon match contre l'Argentine, mais il y a la concurrence de Burrows qui pousse un petit peu au cul quand même, et qui a globalement fait un match très solide face à la Nouvelle-Zélande pour sa première cape, et puis surtout, quid de sa position lorsque Romain Ntamak reviendra et qu'il héritera du poste de 10 et que Ramos reglissera en 15. À mon avis, sa polyvalence, parce qu'il peut jouer 15 mais aussi 10 ou même centre, fait qu'il sera forcément sur les feuilles de match, mais pas forcément en tant que titulaire. Enfin, pour les perdants de cette tournée, je trouve que Colombe n'a pas forcément marqué les esprits de manière très positive. Alors oui, il gratte des ballons, il est costaud quand il pose ses mains sur un ruck et qu'il faut le bouger, mais par contre, je trouve qu'en mêlée, c'est trop faible, et surtout dans son déplacement, il est trop vite oxy, et ce qui fait que rapidement, il devient un poids pour la défense, parce qu'il se replace pas bien, il se replace en retard, il ouvre des portes, il ouvre des plaquages, et ça c'est compliqué quand au niveau international, et surtout ça a été bien souligné par d'autres confrères, comme Pierre Amiche il me semble, c'est que comme on n'a pas vu Tatafou tant que ça, parce qu'il s'est blessé très rapidement contre la Nouvelle-Zélande, on a encore envie de voir ce que Tatafou peut nous offrir, sauf que Colombe on l'a vu pendant plusieurs matchs déjà, et on sait que c'est encore un petit peu moyen, mais Tatafou, on veut lui laisser une chance derrière Antonio, donc il y a de grandes chances que ce soit Antonio qui démarre le tournoi, et que Tatafou soit sur le banc, et que Colombe soit amené à jouer les seconds rôles. Les autres perdants, c'est aussi ceux qui ne sont plus appelés. Alors oui, Lucu a été appelé après la blessure de Le Garec pour jouer face au Japon, mais il a joué quelques minutes, il n'a pas non plus crevé l'écran, mais des joueurs aussi comme Kouyou qui ne sont plus appelés du tout, Danty qui c'est une page qui se tourne au centre, parce que voilà, il est aussi un peu cramé physiquement, c'est un peu le même problématique qu'Adrit, c'est qu'il commence à vieillir et qu'il a un jeu qui est très énergivore, très destructeur pour les autres, certes, mais aussi pour son corps. C'est pas possible de jouer à fond comme ça des matchs internationaux toute l'année quand tu joues à La Rochelle et que tu prétends aux phases finales en Coupe d'Europe et en top 14. Mais le grand perdant pour moi, c'est forcément Mathieu Jalibert. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo, mais je n'ai pas tant développé que ça. Mon avis, c'est que si on fait abstraction de l'humain, de oui d'accord, il a une tête d'anglais, il a une tête de petit merdeux ce que vous voulez, d'accord, mais ça c'est votre avis et ça présume pas du talent d'un mec ou de son état d'esprit. Alors a priori, il y a des rumeurs comme quoi ça ne collerait pas avec tout le monde au sein de l'équipe de France, mais en fait sur le plan purement sportif, si on regarde sa décision de revenir à Bordeaux quand il a appris qu'il n'était pas conservé sur la feuille de match pour jouer les All Blacks, il était bien dans les 28, dans les réservistes,
liste, mais par contre n'était pas sur la feuille de match, même pas remplaçant. Donc il a décidé de revenir à Bordeaux pour digérer avec les siens cette défaite, hein, c'est une défaite pour lui. Bah moi en fait je trouve ça plutôt légitime. Parce qu'en fait il lui faut quoi de plus pour porter le numéro 10? Il fait sûrement le meilleur début de saison de sa vie en club. Vraiment tout le monde qui regarde un peu le top 14 sait que Mathieu Jalibert sur ce début de saison c'est le meilleur. Il a aussi sorti une Coupe du Monde qui est très solide, hein. Oui il a eu des défauts mais sa Coupe du Monde contre les Blacks, contre les Box, c'est quand même pas marrant Jalibert à ce moment-là. Il a toujours été désigné comme le numéro 2 derrière Ntamak, chose qu'il me semble il avait plutôt accepté, tout en introduisant quand même de la concurrence avec lui, parce que c'est ça le but d'avoir un duo avec un premier et un deuxième, c'est que ça se tire un petit peu la bourre, ça reste une concurrence saine. Et ça aurait été logique que suite à la blessure et au forfait d'Ntamak, ce soit lui qui prenne le numéro 10, parce que dans la hiérarchie, il a toujours été désigné comme le numéro 2. Mais malgré ça, il n'est même pas présent sur la feuille de match contre la Nouvelle-Zélande, parce qu'on décide d'y mettre un 15 qui dit préférer jouer 15, et il est même pas sur le banc parce qu'on lui fait comprendre que s'il y a un problème pour le poste d'ouvreur, ce sera Dupont qui en prendra la charge. Je comprends que cette décision de quitter le groupe, ça puisse en agacer certains, mais il faut comprendre qu'on est à un niveau professionnel là. On n'est pas en série, on n'est pas en Fédéral 3. Il y a des égos qui sont très très forts en jeu parce que les mecs c'est des compétiteurs depuis leur plus jeune âge, ils sont formés pour ça, c'est des champions. Et si on fait comprendre qu'on ne veut pas de toi, même si t'es le meilleur sur papier, même si machin se pète, on fera jouer un autre qui est pas son poste, eh bien à un moment il vaut peut-être mieux rentrer chez soi plutôt que de ruminer de pas être à 100% pour le groupe. Si pour lui c'est une telle frustration qu'il veut la digérer à l'écart avec ses proches, je vois pas bien ce qu'on peut lui reprocher en fait. Surtout que je pense que ça rend service à tout le monde parce que bah a priori il y a un petit peu d'animosité avec d'autres joueurs. En fait c'est peut-être mieux en fait qu'il aille manger son pain noir à Bordeaux, qu'il se change les idées, qu'il revienne plus fort et que peut-être qu'il redoque une nouvelle fois à la porte du 15 de France lorsque Galtier aura besoin de lui. Donc évidemment je pense que ça a sérieusement entamé le crédit que Jalibert avait auprès du sélectionneur, surtout que Ntamak va bientôt revenir et qu'il devrait logiquement être là pour le tournoi. Après n'oublions pas que Galtier aussi, en 2003 lors de la Coupe du Monde de l'Australie, après la demi-finale perdue, il a décidé de ne pas jouer la petite finale et de rentrer en France, de quitter le groupe France. Alors les circonstances n'étaient pas exactement les mêmes. Là c'était parce qu'il y avait un deuil dans sa famille et aussi parce qu'il sentait que c'était le moment pour lui de laisser la main à la nouvelle génération et de laisser sa chance à Dimitri Ashvili. Donc l'avenir nous dira si Jalibert et le 15 de France ont encore une histoire commune à vivre. Le problème pour moi c'est que tant qu'il a un taux de réussite face au Perche qui est aussi bas, ça risque d'être compliqué parce que on voit que dans les matchs coup près comme la Nouvelle-Zélande ou même comme l'Afrique du Sud l'an dernier, ça peut se jouer vraiment à rien et qu'on a besoin de toutes nos chances de notre côté et que pour l'instant, bah, celui qui assure le plus face au Perche, c'est Ramos. Et également, son manque de polyvalence est un handicap pour le staff qui considère que la formule magique pour les remplaçants c'est le 6-2, donc 6 avant, 2 3 quarts, et que si t'as que 2 3 quarts, bah faut un mec qui soit polyvalent. Un mec qui peut jouer centre ou ailier, un mec qui peut jouer arrière ou 10, un mec qui peut jouer centre ou 10, et c'est pas que un mec qui peut jouer 10 et qui est friable face au Perche. Donc on verra, personnellement j'espère que l'histoire n'est pas finie parce que je trouve que Mathieu Jalibert est un formidable attaquant et rien ne me rendrait plus heureux que de voir Jalibert répliquer les exploits qu'il parvient à faire à Bordeaux pour les transposer à l'international en bleu. Voilà donc pour cette causerie post-tournée, j'espère que ça vous aura plu, c'était un petit peu plus décontracté, j'ai pas non plus inventé l'eau chaude dans tout ce que j'ai dit. Merci à vous pour votre soutien, je vais sûrement sortir quelques petites vidéos avant la fin de l'année, je vais voir comment je peux m'arranger parce que j'ai quelques petits sujets en tête et que j'aimerais bien faire, des sujets plus de fond, pas des sujets d'actualité. Et merci à vous de m'avoir écouté, moi je vous dis à la prochaine, bye le Valley.